Alors, comment faire concrètement de l'inbound et comment démarrer de l'inbound aujourd'hui? Clairement, il faut toujours commencer par les buyers persona. Je n'ai pas autant insisté sur les attentes de la cible pour ensuite passer à côté du truc. Donc, le point de départ de la méthodologie d'inbound marketing, ce sont les buyers persona. Buyer persona, c'est le profil type de votre acheteur. Vous allez analyser ce que vous vendez, vous allez analyser la cible, votre marché, qui vous voulez cibler, et c'est ce qu'on appelle les buyers persona. Donc là, vous avez mon modèle que j'utilise chez Magnetic Way, qui est très B2B. Ici, vous avez des modèles qui sont plutôt grand public que j'ai récupérés dans Google Images. Ce que vous allez faire dans les buyers persona, c'est que vous allez définir quel est le profil type de votre acheteur. Et là, je ne vous parle pas des stéréotypes qu'on m'a enseigné en marketing il y a 20 ans, où on me disait qu'il y a 17 profils types de consommateurs et que je devais rester dans ce canevas, etc. Non, non. Là, les buyers persona, ils sont propres à votre entreprise. C'est-à-dire que c'est toujours ça, c'est votre différenciation, votre quête de valeur qu'on va challenger. On va commencer par interviewer les clients, ce qui est le plus pratique et le plus pragmatique, pour définir leur profil, c'est quoi leurs objectifs en tant qu'individu personnel, en tant que professionnel, c'est quoi les tendances d'évolution de leur fonction. Si je prends un directeur financier, est-ce qu'il est plus challengé cette année sur le respect des budgets ou sur l'optimisation du cash flow? Je vais m'interroger vraiment sur c'est quoi les objectifs qui comptent pour lui. Et surtout, je vais identifier les problématiques qu'il doit résoudre tous les jours. Parce que c'est là-dessus qu'il va faire des recherches et c'est là-dessus que je vais comprendre le fond de ses attentes. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, la phase suivante, c'est de produire les contenus. Donc là, on part tous de zéro. Tous les clients que j'accompagne, ils sont quasiment ou presque partis de zéro. Il y en avait certains qui avaient quelques trucs, mais jamais bien ficelés dans une démarche d'inbound marketing. Mais ce qui va être important, c'est de produire des contenus en fonction du contexte. C'est-à-dire que si vous, par exemple, le premier contenu que vous publiez, c'est un comparatif de votre offre avec l'offre concurrente, il ne servira jamais ici, dans la recherche d'informations préalables. Parce que dans le parcours d'achat, quand vous commencez à rechercher une solution, vous ne cherchez pas le comparatif des solutions, vous cherchez d'abord à répondre à vos problèmes, à vos problématiques. Donc le premier contenu à produire, c'est ici. C'est quoi les attentes de ma cible et comment je peux y répondre? Je reprends l'exemple de Claranet, je ne vais pas publier un comparatif de mon taux de disponibilité par rapport aux autres Amazon et Microsoft. Je vais vous dire comment rédiger un contrat SaaS, parce que ça, je sais qu'Amazon et Microsoft, ils ne le feront peut-être pas aussi simplement et de manière accessible que moi. Et donc ici, voilà, c'est articles de blog, avis d'experts, etc., des infographies, ça marche assez bien sur mobile, des vidéos, alors ça marche sur mobile, ça marche super bien. Par contre, la vidéo a un coût d'entrée qui est supérieur à quelques articles de blog. Donc, quitte à démarrer par quelque chose, ça dépend encore une fois du contexte, donc il faut en discuter, mais moi, je vous encourage plutôt à démarrer par 2-3 articles qui permettent de faire varier les contenus, et puis après, peut-être de faire une vidéo. Mais si vous mettez déjà de l'argent pour faire que 2 vidéos, vous n'aurez que 2 contenus, et ça ne permettra pas de boucler, en tout cas, ça ne vous permettra pas de faire de lead nurturing. Ensuite, il faut passer à des contenus qui sont plus avancés dans l'étape, dans le parcours d'achat, lorsque la personne va comparer les différentes solutions. Et elle va les comparer, donc là, voilà, il y a les guides d'experts, les vrais livres blancs, pas juste prendre sa plaquette produit et la renommer en livre blanc, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, de télécharger un livre blanc, et où ils n'avaient même pas pris la peine de renommer le PDF, donc le PDF, c'était fiche solution avec le nom du produit, et ils avaient juste rajouté un préambule sur les 12 pages, où c'est vrai, le préambule était intéressant, mais c'était 18 lignes. Et le reste, c'était des captures écran et les fonctionnalités du produit. Donc là, vous grillez totalement la cible. Là, ça ne sert à rien. Il faut le laisser fiche solution, il faut que ce soit gratuit, pas contre un formulaire, que ce soit en libre accès. C'est des informations qui sont libres, ça. Et voilà, et à la fin, quand il est en prise de décision, il est en contact avec les commerciaux qui partagent avec lui, soit de contacter un client existant, soit de donner des feuilles de calcul de retour sur investissement, des choses comme ça. On écrit ces contenus pour ces buyers persona et pas pour Google. Parce que depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il faut apparaître dans Google. Si vous écrivez un contenu de manière hyper technique pour Google, super, vous allez être bien référencé, mais le gars qui va lire, ou la personne qui va lire, va trouver votre contenu nul. Et du coup, elle va partir. Alors super, vous aurez été sur la première page, donc vous aurez eu des clics, jusque-là tout va bien. Par contre, la personne lit et dit, c'est creux, ça ne m'intéresse pas, j'arrête de lire au bout de 3 paragraphes, elle s'en va. Ça, vous le verrez dans vos outils Google Analytics, c'est ce qu'on appelle le taux de rebond. Donc vous le verrez de toute façon tout de suite, les gens abandonnent et ne vont pas plus loin. Donc il faut écrire pour informer, vouloir partager de l'information gratuitement et de manière intéressante avec ses prospects.
Et il faut aussi le faire pour Google. Ça tombe bien, parce que Google, ça, c'est ce qui compte pour le référencement Google dans les années 2000, et ça, c'est ce qui compte aujourd'hui. Aujourd'hui, Google, il est capable de comprendre le sens de votre page. C'est pour ça qu'il y a autant de problèmes de duplicate content, de contenu dupliqué, c'est-à-dire que si vous faites un copier-coller d'une page, Google le verra tout de suite, et il se dira, bon, bah, celui-là, il a juste copié, il vous met une mauvaise note, vous apparaîtrez en page 50, vous ne serez jamais vu, donc ça ne sert à rien. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est la technique et la sémantique. La sémantique, ça compte pour les 2/3, c'est le sens profond de ce que vous écrivez. Donc écrivez pour vos buyers persona. Par contre, on va le voir dans le slide d'après, utilisez des mots-clés qui correspondent à leur recherche. S'ils recherchent comment rédiger un contrat SaaS, eh bien utilisez comment rédiger un contrat SaaS dans le titre, les balises structurelles, utilisez ça dans les meta descriptions, donc c'est ce que vous voyez dans Google, les résultats de la recherche, donc le titre et les 2 petites lignes qu'il y a dessous. Et ensuite, écrivez en reprenant le langage de votre prospect, en traduisant leurs questions en requête et en utilisant les mots-clés. Avant, Google utilisait beaucoup la notoriété. Aujourd'hui, ça ne sert beaucoup moins. Ça sert comme benchmark concurrentiel. C'est-à-dire qu'à qualité sémantique de contenu équivalent, si vous avez 2 articles et dont un a 10 liens externes qui pointent vers lui et vous n'en avez qu'un, c'est lui qui passera avant vous. Normal. Et ça sert comme benchmark concurrentiel principalement au final. Alors, identifier les bons mots-clés. Comment connaître les bons mots-clés que les gens recherchent? En utilisant Google. Si vous allez dans la barre de recherche de Google, vous avez l'outil Google Suggest, donc, qui vous permet de déduire des mots-clés. Donc, si vous tapez, là cet après-midi, parce que j'ai fini la présentation avant de venir, combien étoiles, donc ce qui intéresse le plus les gens, c'est combien de temps garder les papiers, combien de pays dans le monde, combien de calories par jour. Si je mets combien coûte étoile, parce que je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui intéresse les gens? Combien coûte une carte grise, un mariage, le brevet de sécurité routière, donc c'est les jeunes, ou le divorce? Et donc Google vous permet de combiner également ce qu'on voit ici. Et c'est ça qui va être très intéressant. C'est-à-dire que moi, quand j'écris des contenus pour mes clients, je passe beaucoup de temps au départ, avant de me lancer dans la rédac proprement dite, à identifier les mots-clés. Et je joue avec tous ces mots. Je vais découvrir de nouveaux mots, je vais mettre des étoiles, je vais les combiner, les mettre dans des sens différents. Et je vais voir apparaître ce que les gens recherchent. Donc si je mets combien étoile entreprise, eh bien ce qui est le plus recherché, c'est combien de temps garder les papiers d'une entreprise, combien coûte un SMIC à l'entreprise, combien vaut mon entreprise et combien gagne un chef d'entreprise. Voilà ce qui est recherché. Si vous êtes dans le B2C et dans un domaine grand public, vous avez un deuxième outil qui est Google Trends, les tendances de Google. Honnêtement, en B2B, on reste souvent sur notre faim, c'est-à-dire que les volumes de recherche sont si faibles qu'on n'arrive jamais à trouver des bonnes réponses. On arrive beaucoup plus à avoir des bonnes réponses avec les Google Suggest que Google Trends. Néanmoins, cet après-midi, je me suis juste amusé à faire un truc. Ici, c'est les tendances de recherche du mot-clé social selling dans le monde depuis 2004. Et donc ici, on ne voit pas, c'est trop petit, mais je pense que c'est les années 2006, 2010, 2013. Donc on voit bien la progression avec les réseaux sociaux. Ça, c'est la France. Donc la France, elle s'en fout du social selling jusqu'à l'an dernier. C'est aussi simple que ça. Donc là, Google Trends m'a apporté une vraie info et que je reprendrai à la fin, c'est l'inbound marketing, le social selling, tout le monde y va. Tout le monde veut en faire. Donc évidemment, promouvoir ces contenus via les réseaux sociaux. Et donc je me suis dit, pareil, je vais aller chercher des exemples. Ce qui m'a amusé, c'est que moi, je suis identifié comme étant dans le secteur de Nantes. Et j'ai été ciblé par une publicité de la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Paris. Et donc, c'est ce lien-là sponsorisé dans LinkedIn tout à l'heure. Est-ce que je suis une entreprise innovante de moins de 8 ans? Si oui, on me propose de jouer un concours et de décrocher mon ticket pour aller à Las Vegas. Et donc, cette update, donc cette actualité que je n'avais jamais vue, puisque moi, je ne suis absolument pas la Chambre de commerce des Yvelines, j'en ai aucune utilité, je l'ai retrouvée en naturel sur la page de la Chambre de commerce, et moi, elle m'a été sponsorisée. Sauf que LinkedIn, à la différence de Google AdWords, vous avez quelques filtres, mais vous n'allez pas faire des filtres sur le profil de la personne. Là, on est sur un réseau social. Donc, en fait, vous savez tout. Donc, si vous voulez les créateurs d'entreprises dans le secteur technologie de l'information, etc., vous pouvez. Si vous voulez cibler les chefs d'entreprise des entreprises de plus de 50 salariés du Morbihan, vous pouvez. Si vous voulez les directeurs financiers des sociétés de plus de 500 personnes, vous pouvez.
LinkedIn, c'est la force de l'advertising sur les réseaux sociaux, c'est la capacité à faire de nombreuses campagnes différentes en ciblant très précisément les personnes que l'on veut atteindre et en ayant des messages adaptés à chaque personne. En ayant un message qui est centré sur le directeur financier et pas qui est si vous êtes éventuellement intéressé par une offre financière. Non, c'est je vais lui parler finance. Et le directeur industriel d'une industrie agroalimentaire en Bretagne, je vais lui parler agro. Vous allez pouvoir totalement personnaliser comme ça vos campagnes. Alors, comment démarrer sur les réseaux sociaux? Parce que les réseaux sociaux, ça peut être aussi un puissant fond. On peut démarrer et faire plein de trucs, n'avoir aucun retour business et derrière avoir perdu du temps et de l'argent. Alors, souvenez-vous de quel réseau utiliser en fonction de son activité. Un des premiers slides que j'avais partagé, c'est commencer par choisir un réseau. Ça ne sert à rien de vouloir en faire 4 d'affilée. Si vous faites 4 mal, vous ne ferez rien de bien. Peut-être mieux en faire un seul de bien et s'y consacrer. Alors moi, ce que je dis toujours à mes clients, commencez 20 minutes par jour. Avec le café du matin, avec 15 minutes, si vous êtes ultra pressé et que le café, c'est juste un espresso. Mais sinon, 20 minutes. En 20 minutes, ce que vous pouvez faire, c'est déjà arriver sur votre réseau, aller regarder votre fil d'actualité, aller liker quelques éléments qui sont partagés par votre réseau, en partager peut-être un ou deux qui sont intéressants, en commenter peut-être un ou deux qui sont intéressants, en disant « Ah bah tiens, super, merci », ou alors « Ah bah tiens, ça complète un article que j'avais vu, je te pousse le lien, le voilà, etc. » en commentaire. Interagissez, partagez, publiez du contenu. Vous avez mis une actualité sur votre site web, ou même pas. Vous avez juste un nouveau collaborateur, ah bah tiens, cette semaine, on accueille Marc, etc. Enfin, publiez du contenu, démarrez comme vous pouvez, 20 minutes par jour, et développez votre réseau. N'oubliez pas, quand vous avez des liens qui sont, vous connaissez peut-être, ou cette personne est rentrée en contact avec telle autre personne, si vous les connaissez ou que vous êtes proches, etc., bah allez liker une ou deux de leurs actus et la semaine d'après, demandez-les rentrer en contact. Parce qu'une des clés sur les réseaux sociaux, c'est votre audience. Si vous faites des réseaux, vous essayez de faire du business avec les réseaux sociaux, mais que vous avez 100 followers Twitter et que vous avez 380 contacts LinkedIn, bah vous allez ramer. Vous allez vraiment ramer. Donc, encore une fois, soit vous touchez des influenceurs, soit vous faites grossir votre réseau. Et donc là, il n'y a pas de secret, c'est du temps pour faire grossir son réseau. Sur Twitter, je sais que pour 100 $, vous pouvez acheter 1000 followers, mais comme c'est 1000 followers bidons qui sont en Inde ou qui n'existent même pas, ça ne sert absolument à rien. Donc, autant avoir des vrais followers, des vrais contacts de qualité, parce que c'est eux qui vont interagir sur vos contenus. Et l'investissement que vous faites dans votre audience, c'est le succès de votre démarche inbound et social selling demain. La deuxième chose qui est importante et que je dis à mes clients, c'est qu'il faut accompagner les collaborateurs. Il faut sortir du dogme « je gère mon CV en ligne ». Les réseaux sociaux, c'est plus du tout ça aujourd'hui. LinkedIn, par exemple, c'est plus du tout « je gère mon CV en ligne », c'est « je gère ma marque personnelle ». Si demain je cherche du boulot, que j'ai mon profil LinkedIn et que j'ai un recruteur qui vient le voir et que mon profil LinkedIn il est juste centré sur moi, c'est mon CV, que je like pas, que je partage pas les actualités de mon entreprise, le recruteur il va se dire bah, bonjour la solidarité, l'implication. Donc non, c'est gérer sa marque personnelle. Je fais partie d'une entreprise, donc bah, je vais aller liker, partager les contenus. Et donc pour ça, rien de mieux que d'accompagner, de former vos collaborateurs à améliorer leur profil, former vos collaborateurs aux best practices des réseaux sociaux. Et dernier point, d'utiliser vos clients et vos collaborateurs les plus actifs comme sponsors. Démarrez avec eux. Si vous voyez que vous avez 2 clients qui sont hyper actifs, un coup de fil, disant tiens, bah, moi aussi je me lance, etc. Est-ce que vous seriez d'accord ? De temps en temps, si j'ai une petite actu, je vous pousse un petit email, si vous pouvez relayer, etc. Ça démarre comme ça. On peut démarrer avec des techniques aussi à l'ancienne, le relationnel. N'oublions pas qu'il y a des réseaux, c'est des réseaux sociaux, mais il y a aussi la vie réelle, et que parfois on se connaît dans la vie réelle. Donc moi, je ne vous le cache pas, les premiers followers de Magnetic Way, ce sont mes amis, ma famille, mes cousins et les amis de mes amis. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas, j'ai des gens qui commencent à me suivre, etc. Mais oui, j'ai envoyé des emails personnalisés pour démarrer. C'est comme ça que ça se passe. Alors, quel résultat, et c'est la fin, je conclurai quasiment là-dessus, quel résultat réellement espéré avec une démarche d'inbound marketing et de social selling réussie ? Et bien là, je vais faire le parallèle avec les techniques du passé. Si vous n'êtes pas très performant aujourd'hui sur votre marketing, vous êtes dans du push marketing, vous avez des résultats qui sont aux alentours des 0,2% en marketing sortant. Vous prenez un fichier de masse, au final, c'est 0,2% de contacts qualifiés. Si vous êtes très performant, c'est 1%. En inbound, si vous faites une performance moyenne, vous serez autour des 1% de retour. Et si vous excellez, vous serez autour des 3. Il y en a qui montent jusqu'à 4, 5, c'est vrai. Oui, il y a des exemples. Après, il faut quand même essayer de prendre une moyenne.
et pas juste de prendre les pépites qui, elles, vous annoncent des résultats extraordinaires, et bien rester dans du raisonnable. Donc, résultat des courses, ben, si vous êtes sur du marketing traditionnel très performant, et ben, l'inbound, ce que ça va vous aider à faire, c'est à développer un canal en parallèle complémentaire qui va pouvoir absorber la baisse d'efficacité du marketing interruptif et démarrer du marketing basé sur les contenus et pour attirer le client à soi. Par contre, oui, si vous êtes aujourd'hui dans des performances catastrophiques de marketing sortant et que vous démarrez bien en inbound, oui, vous aurez x5, x6, x8, etc. C'est possible. Pourquoi ? Parce que vous allez vous investir à long terme dans une démarche de vraiment apparaître comme un expert, illustrer votre savoir-faire auprès de votre audience. Et donc, c'est un peu ce que je dis. Hein. Faire du marketing push ici, traditionnel, c'est de la charge, ce n'est pas de l'investissement. Je dépense maintenant pour un résultat maintenant. Ici, c'est j'investis pour commencer à avoir des résultats et maximiser à long terme mes résultats. Donc, c'est un investissement à long terme. Si votre pipeline d'affaires, si vous n'avez aucune vente prévue dans les 3 mois qui viennent, l'inbound n'est pas la réponse. Ça vous fera perdre du temps pour sauver le business maintenant. Par contre, si vous constatez une baisse progressive de votre volume d'opportunités d'affaires et que vous vous dites comment je fais pour inverser cette tendance de manière pérenne, à long terme, alors c'est là qu'il faut aller. Il faut aller sur l'inbound et le social selling. Et pour conclure, je vais me poser la question, ouvrir le débat avec vous sur comment maximiser l'effet de ces outils. Et donc là, je ne sais pas si vous voyez bien au fond de la salle, c'est un départ de marathon. J'ai voulu juste illustrer, en 2016, l'inbound marketing et le social selling, c'est ça. C'est tout le monde part en courant, tout le monde veut en faire, et tout le monde en fait dans tous les sens. Donc, quelle est la conséquence ? Ben, c'est que votre prospect dans son coin qui veut passer ses vacances à Malaga, trouver la bonne offre dans le cloud, ben, dans 2 mois, on lui poussera 2 articles de blog pour aller à Malaga, dans 6 mois, on lui en poussera 3, dans 1 an, on lui en poussera 5, etc., etc. Donc les places sont à prendre maintenant. Moi, j'ai des clients avec qui ça fonctionne bien parce que justement, on fait beaucoup de choses sur LinkedIn. On utilise beaucoup la publicité avec des campagnes hyper fines, hyper ciblées. Mais pour l'instant, moi, je vois le volume progresser. Mais on reste quand même avec des enchères qui sont raisonnables. Enchères, c'est le prix qu'on va payer pour les publicités, par exemple. On reste avec des interactions qui sont assez spontanées. Dans quelques mois, dans 1 an, dans 2 ans, si vous n'êtes pas hyper personnalisé, hyper différencié dans vos contenus marketing, ben vous passerez à la trappe et là on inventera quelque chose de nouveau aussi pour continuer à se différencier. Et donc, le mot de la fin, je ne sais pas si vous le voyez, mais cette vache est de couleur violette, c'est la vache pourpre, ce n'est pas la vache Milka. Et je reprends mon chauve du départ, Seth Godin, qui est un peu un gourou marketing quand même, il faut vraiment porter attention à des livres qu'il a publiés qui sont vraiment très, très intéressants. Et il a publié notamment un livre qui s'appelle La vache pourpre. Et ça part... le thème part de vacances en France. Quand vous passez vos vacances en France, je pense aux Hollandais qui traversent toute la France tous les étés, ils traversent nos campagnes, ils voient des vaches, c'est toutes les mêmes. Elles sont soit marron, soit elles sont blanches et noires. Imaginez qu'à un moment, il envoie une violette. Alors là, c'est frein à main. Il s'arrête et il va voir. Et la vache pourpre, eh ben, ça vous amène à vous poser les bonnes questions pour être réellement différent. Et être réellement différent à l'ère du marketing 3.0, c'est avoir des bons produits, être différencié, avoir des propositions de valeur centrées sur les attentes de ses clients et s'inscrire dans une démarche de fond de création de valeur au sens large, avoir des objectifs plus larges que la simple vente de ses produits. Et c'est ça qui peut maximiser l'effet des outils de type inbound marketing et social selling.